Bon, on va s'accorder sur le fait que je suis fatiguée, j'ai des cernes, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, monsieur est malade, il a la grippe. Je ne garantis pas la qualité de cette vidéo. Coucou mes petits arcanes, j'espère que vous allez bien. Ce sera la toute dernière vidéo qui englobera toutes mes lectures d'un même mois, donc la toute dernière vidéo normalement où l'update lecture sera assez conséquent. Je ne sais pas d'ores et déjà combien va durer cette vidéo, pas trop longue, je l'espère, parce que je me suis dit que le fait de regrouper dans toute une vidéo en fait toutes les lectures que j'ai pu faire en un seul mois, surtout que je lis beaucoup en ce moment, ce qui fait que ça peut paraître un petit peu indigeste même pour moi. Du coup dorénavant je préfère scinder les updates lecture et éventuellement faire une vidéo toutes les 5 lecture roman parce qu'il y aura les graphiques à chaque fois qui s'ajoutent, mais vraiment dès que j'atteins 5 romans je fais une vidéo, ou alors je fais comme Émilie de la bibliothèque d'Emilia, c'est-à-dire qu'elle scinde en fait son mois en deux, ce qui lui permet d'avoir les lectures en début de mois et en fin de mois elle fait tout un récap avec ses nouvelles lectures aussi, et je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de rajouter un petit peu de statistiques. Bref, je vais tester tout un nouveau format, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous préférez, ce que vous en pensez, ça va me permettre de me diriger pour les fois prochaines. Donc j'espère vraiment que ça va vous convenir, et si ça vous convient pas, eh bien vous pouvez quand même liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va presque atteindre les 5000 abonnés, et comme je vous l'ai dit dans mon précédent book haul, quand on aura dépassé ce palier, je ferai une semaine entière de vidéos, donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Du coup nous allons commencer cette vidéo avec une première partie sur les statistiques. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout un élément de comparaison fiable, pour la simple et bonne raison que je suis assez lunatique finalement dans mon rythme de lecture. Je peux avoir autant des mois où j'explose les compteurs et des mois où je ne vais presque rien lire du tout. C'est vraiment variable, et en plus de ça je suis au chômage, donc forcément par rapport à quelqu'un qui travaille toute la journée, j'accorde beaucoup plus de temps à la lecture. Bref, tout ça pour dire que je ne veux pas mettre de pression à quiconque en fait en faisant ces statistiques, c'est vraiment histoire de faire un petit bilan du mois. Donc en janvier j'ai lu un total de 13 livres, tout format confondu. Donc quand je dis tout format, c'est que c'est autant des graphiques que des romans, que des lectures en papier ou des lectures en audio, ce qui nous donne un total de 4100 pages, et là quand tu vois ce nombre tu fais wow. Je m'imagine pas en fait 4100 pages comme ça que j'ai lu en fait dans le mois, je trouve que c'est vachement conséquent quand même. Aucun abandon pour ce mois-ci, même si je vous avoue qu'il y a un livre qui est passé vraiment à ça de l'abandon, mais en même temps je dois dire que la fin du livre je l'ai lu un petit peu en diagonale, donc voilà. Comme d'habitude, je vais commencer cette update lecture par les graphiques. Comme je sais que c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément la plupart d'entre vous, je vous invite à vous référer au timecode pour passer directement au roman si vous en avez envie. Mais je tiens à dire quand même que vous avez des petites pépites dans le lot, donc ça serait bien de regarder. Je commence avec une toute nouvelle série de bandes dessinées qui m'a été envoyée par Dupuis en service de presse. Donc j'ai reçu le premier tome du Monde des Cancres, qui est un scénario de Nina Phillips et Nicolas Barry, et au niveau des dessins, on est avec ceux de Justine Kuna. Dans cette histoire à destination, je dirais, des 8 ans et plus, nous y suivons ce petit garçon qui est un véritable fauteur de troubles et dont les parents vont prendre la décision de l'envoyer dans un internat réputé pour son excellence et aussi pour sa discipline exemplaire. Le changement d'environnement risque de ne pas être de tout repos, et encore si c'était que ça. Car il va comprendre très rapidement que ceux qui se retrouvent en retenue vont devoir rejoindre le sous-sol de l'internat et faire face à des professeurs robotiques terrifiants. Des problèmes de mathématiques à résoudre pour essayer de se sauver de leur pince, ce jeune homme va trouver des alliés à l'internat pour pouvoir déjouer les plans machiavéliques de la directrice. Un récit d'aventure avec des planches aux couleurs sombres, vous allez plonger dans le monde des cancres. Alors après ça, qu'est-ce que j'en pense du bidule? Bah en vrai, pas grand chose. En vrai, je peux pas me faire un avis vraiment détaillé et définitif avec un premier tome, mais en tout cas ce que je peux en dire c'est que c'est plutôt prometteur. Déjà parlons des planches, j'aime beaucoup le style graphique de Justine Kuna que j'ai pu apprécier déjà dans Les Yeux de Lia, qui est une autre de ses bandes dessinées que j'ai toujours pas lu en vrai. Ensuite au niveau des couleurs, nous sommes toujours avec des teintes un petit peu marronnées et vertes, je trouve qu'il impose en d'autant plus ce sentiment un petit peu angoissant d'être dans quelque chose, un endroit vraiment terrifiant. Et la directrice, bien que je trouve qu'elle est super stylée avec ses cheveux blancs, elle a quand même une présence qui est très imposante et elle est limite terrifiante. Et bien sûr nous allons retrouver notre personnage, notre petit garçon, et vous remarquez que je lui donne pas de prénom parce que je m'en souviens déjà plus, qui va se familiariser très rapidement avec cette nouvelle école et qui va aussi faire des connaissances, se trouver des amis qui sont tout autant doués que lui pour attirer les ennuis. Alors oui, vous allez retrouver des personnages qui sont très stéréotypés, mais ça fonctionne très bien pour ce type d'ouvrage et pour cette cible-là. Bref, une bande dessinée que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir, on nous pose l'ambiance directe et ça, j'apprécie. C'est vraiment fun, autant au niveau des planches que des personnages, que les actions, donc il n'y a plus qu'à attendre que le tome 2 sorte. J'avoue que pour le titre suivant, j'aurais pu le mettre dans la catégorie graphique de mon top de 2023, mais en même temps, je me suis dit que je voulais pas mettre trop de webcomics et je pouvais pas tout mettre.
connaître. Donc il fallait faire un choix, mais sachez que je suis très conquise par comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight, et là avec moi j'ai lu le tome 3 qui m'a été si gentiment envoyé par les éditions Coton. Vous remarquerez finalement que j'aime beaucoup le genre de trope où un héros ou une héroïne se réveille dans un corps complètement différent, dans un environnement et un univers limite complètement différent aussi. Si je me plante pas, pour ce type de choses on appelle ça un isekai, mais je suis pas sûre que ça s'applique pour ce genre de webcomic, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et contrairement à Seule la mort attend la vilaine dont je vous parle régulièrement, nous sommes ici avec une jeune demoiselle qui va se réveiller dans le corps d'un personnage d'un roman. Elle s'appelle Reliana et la petite particularité, le petit détail insignifiant mais qui a tout de même son importance, c'est qu'elle est destinée à mourir dès le début du roman. Et oui, c'est son meurtre dès les premiers chapitres qui amène la véritable héroïne de l'histoire, Béatrice, à revenir en ville. Forcément, vous vous doutez que là, c'est pas vraiment l'objectif qu'elle poursuit. D'autant plus qu'elle part avec un avantage puisqu'elle a déjà lu le roman, donc elle sait ce qui se passe, elle sait qui est son assassin, et pour sauver Semish, elle va décider de s'allier au duc de Wink Knight en se faisant passer pour sa fiancée. Les deux vont établir un contrat et trouver un petit peu un arrangement et quelque chose de bénéfique dans cette relation chacun de leur côté. Sauf qu'elle va se rendre compte que c'est un petit peu se sauver d'un loup pour se jeter dans la gueule d'un autre, si vous voyez ce que je veux dire. Forcément, en agissant ainsi, ça bouleverse complètement l'histoire principale et puis rien ne se passe comme prévu. Dans ce tome 3, Reliana poursuit son objectif d'essayer de faire reprendre le fil conducteur logique de l'histoire, ou tout du moins le fil conducteur initial tel qu'elle le connaît, et tout ça en cherchant justement Béatrice, en cherchant à la faire revenir en ville parce que du coup elle n'est jamais venue. Sa tâche s'avère de plus en plus difficile et sa relation avec le duc aussi évolue, alors que ça devrait pas du tout se passer comme ça. En fait, elle est pas du tout destinée à lui, au contraire. Et c'est un petit peu comme jouer avec les lignes temporelles et on sait très bien comment ça se passe, c'est à chaque fois une catastrophe. C'est un tome pour le coup que je qualifierais de transition, il s'y passe pas grand chose dans celui-ci. On nous introduit aussi de nouveaux personnages, notamment un prêtre que tout le monde adulte mais qui a l'apparence d'un gosse de 9 ans et qui va demander à Reliana de l'appeler papy quand même. Non mais franchement, rien que pour ça, surtout que ça prend une grosse partie cette nouvelle rencontre dans le tome 3, je trouve que ça vaut le coup. Mais la petite chose qui me chagrine, c'est justement j'ai un petit peu du mal à me repérer dans la ligne temporelle de l'histoire. J'arrive pas très bien à me situer dans le 3e tome, à savoir quand est-ce que prend place les actions, combien de temps s'est écoulé entre deux scènes. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal, peut-être que je suis un petit peu fatiguée en ce moment aussi, c'est pour ça. En tout cas, voilà, j'ai eu un petit peu du mal au niveau de la temporalité et comprendre aussi pourquoi Reliana se dirige finalement dans ce temple et cherche à se purifier. Voilà, j'ai pas trop compris cette scène. Je pense aussi que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de temps qui se passe entre ma lecture du tome précédent et celui qui vient de sortir. Donc je pense que je devrais peut-être pour le tome 4 me relire intégralement les 3 tomes, histoire d'être bien dedans. Quoi qu'il en soit, on est ici avec une romance avec beaucoup d'humour. Franchement, c'est une lecture totalement légère qui convient bien finalement entre deux gros pavés. Encore un graphique qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Dupuis qui me l'a envoyé en service de presse. J'ai lu le tome 3 de Uki de Myriam Bonas-Tréture. Pour vous résumer brièvement le premier tome, on va être avec Dany et Dorian qui vont rater le bus scolaire pour l'école de magie. Donc là c'est vraiment le malheur. Il ne faut surtout pas en informer leurs parents qui sont des sorciers assez stricts. Ouais, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont la brillante idée, enfin brillante pour des enfants de leur âge mais qui est totalement inconsciente, c'est de trouver un autre sorcier qui serait capable de les prendre en apprenti. Bon, en soi le premier tome se passe très bien, nous y rencontrons aussi tout le groupe d'amis qui vont finalement les suivre tout au long de leur aventure. Mais alors déjà le tome 2, je me suis dit vous êtes sûr que c'est pour des gosses ça? Non, parce que vouloir brûler vive la petite Dany sur un bûcher, je suis pas sûre que ça passe hein. Et oui, dans cette histoire nous sommes sur un conflit humain et sorcier. Les sorciers ont été persécutés pendant un très long moment et ils décident aujourd'hui de revendiquer leurs droits et accessoirement de prendre possession du royaume entier. Finalement, Dorian et Dany se retrouvent assez embêtés puisque ce sont des sorciers. Normalement, ils devraient rejoindre le camp des sorciers, mais ils sont devenus très amis avec des humains aussi. Donc voilà, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises. Et je vous épargne les détails d'une prophétie, mais il y a bien une prophétie. Avec un tome 2 qui a été particulièrement intense, je trouve, on est ici avec un tome plutôt transitoire, un tome de transition vers une nouvelle quête. Et oui, nouveaux amis, nouveaux paysages, nouvelles quêtes qui s'annoncent. Chacun prend le temps finalement de se remettre des événements intenses qui ont eu lieu dans le tome 2 pour pouvoir repartir à l'aventure. Nous avons aussi pas mal de retours dans le passé, notamment pour suivre Damien qui est le grand frère des jumeaux. Un petit retour finalement dans le temps qui nous permet aussi de voir les prémices du conflit humain et sorcier. J'aime toujours autant les dessins avec ces petites bouilles rondes là au niveau des personnages, t'as envie de leur pincer les joues.
J'apprécie aussi le fait que chaque personnage ait sa propre couleur pour sa bulle de dialogue, c'est la première fois que je rencontre ça dans un graphique. Et quand vous basculez dans le passé, le fond des pages deviennent noirs pour justement marquer cette différence avec le présent. Si pour moi les planches sont quand même assez denses et riches au niveau des dialogues, il y a quand même matière à avancer rapidement dans l'histoire et avoir pas mal d'informations, ce qui fait aussi que le tome est finalement assez volumineux. Bref, pas grand chose à dire finalement sur ce tome-ci qui est de transition, donc si ce n'est que les retours en arrière nous permettent aussi d'en savoir plus au niveau de chacun des personnages et des enjeux aussi des deux camps et des personnages en eux-mêmes. Ça fait vraiment plaisir, mais j'attends quand même à nouveau beaucoup d'action dans le tome suivant. Et on passe maintenant au tout dernier graphique de cette update lecture, et c'est une sortie que beaucoup attendaient quand même. Il s'agit du tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman qui est publié chez Hachette et qui m'ont envoyé en service de presse. Ce tome 5 est donc l'avant-dernier de la série, je sais pas s'il y aura des spin-offs ensuite un peu comme elle l'a fait pour cet hiver, et l'autre là sur le printemps, je sais plus comment il s'appelle, je les ai pas lus. Mais le 6e tome sera bien le dernier et marquera la fin de cette tendre romance entre Nick et Charlie. Je parle de romance, mais je trouve que c'est un livre qui va bien au-delà finalement d'une simple romance entre deux garçons. Il aborde des thématiques très fortes au niveau de l'orientation sexuelle, mais aussi au niveau de l'identité de genre. Personnellement, je ne suis pas concernée, donc je ne voudrais pas faire de faux pas ou de maladresse par rapport à ça, mais je trouve en tout cas que c'est plutôt très bien abordé et ça peut être réconfortant pour certaines personnes qui s'identifient au personnage. Et plus globalement, je pense qu'on va avoir aussi des thématiques qui vont parler à beaucoup d'adolescents de leur âge. Personnellement, moi, c'est des questions que je me suis posées en tout cas à ce moment-là. Et c'est ça aussi la force, selon moi, de Heartstopper, c'est d'amener des sujets qui sont importants et parfois tabous, mais avec douceur, réconfort et tendresse. Ça n'édulcore pas forcément la réalité, les personnages font face parfois à des situations très difficiles, mais comme pour toute histoire aussi, l'entourage tient une place très importante et c'est là aussi on voit l'importance d'avoir du soutien autour de nous. Et au-delà de la relation finalement de Nick et Charlie, nous allons avoir aussi des personnages secondaires qui sont finalement tout autant importants et qui vont avoir leur propre thématique, leur propre problématique et finalement aussi leur propre conclusion, parce que là on voit quand même qu'on atteint un point où on essaye de terminer les sujets qui sont en cours. Vient aussi dans ce tome-ci la question de l'après-lycée, le moment de choisir ses études supérieures, qu'est-ce qu'on fait comme études, comme cursus, on va dans quelle université, donc en gros c'est la question que faire et où le faire. Et c'est là où je vous disais que je me suis un petit peu reconnue parce que ce sont des questions que je me suis posées à ce moment-là également, et comme eux je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. Mais vraiment ce graphique, bien que je trouve que les dessins sont pas forcément folichons et qui sont très minimalistes et c'est pas quelque chose qui me parle moi au niveau de l'esthétisme, je trouve que c'est une véritable bulle de douceur et de réconfort. J'ai commencé en plus de ça l'année 2024 avec ce titre, donc je peux vous dire qu'elle a franchement bien commencé. Je me suis même regardé toute la saison 2 sur Netflix de la série parce que je l'avais pas vue juste avant de commencer l'épisode 5, donc vraiment je me suis fait en fait un marathon Heartstopper. Et dans la série je trouve que les acteurs ont très bien retranscrit finalement la tendresse entre Nick et Charlie, c'est vraiment mignon à souhait. Donc c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture et il mérite amplement son succès. Ça va me faire mal quand il faudra leur dire au revoir. C'est parti, maintenant on va passer au roman et j'en ai 9 au total à vous présenter. Comme pour les graphiques, je vais partir du moins bon au meilleur, et si vous avez suivi un petit peu mon contenu sur les réseaux, vous pouvez vous doter du top 1 de ce classement. Et je vais commencer par celui, comme je vous le disais en début de vidéo, que j'ai failli abandonner. C'est vraiment le livre où à la fin, j'ai commencé à lire en diagonale en fait. Et vraiment j'étais à deux doigts de l'abandonner, mais j'ai toujours du mal à abandonner les livres, donc j'essaie vraiment de pousser jusqu'au bout. Mais vraiment je savais que je n'allais pas lire la suite pour plusieurs raisons. Pas que c'est un livre mauvais, mais il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai pas du tout accroché. Donc comme je savais très rapidement que je ne lirais pas la suite, j'avais envie de passer rapidement à autre chose, vous voyez. Bon, après je suis pas sûre de la logique de vouloir absolument terminer un livre alors que tu ne vas pas lire la suite. Mais bon. J'ai donc lu le premier tome de The Five Crown d'Aka Muford qui a été publié chez les éditions Slalom et qui m'ont envoyé d'ailleurs si gentiment en service de presse. C'est une romantécie à partir de 16 ans en raison de ses scènes spicy explicites. Alors oui, ça m'a un petit peu surprise de le voir dans le catalogue de Slalom, mais j'ai l'impression que de toute façon, la romantécie avec du cucu, c'est de partout maintenant. Rémi est une sorcière rouge qui, depuis le massacre de sa famille et de son peuple à vrai dire, elle vit clandestinement en fait dans les différents paysages, en se faisant le moins remarqué possible, notamment par les nobles faées, et pour cause, les sorcières rouges sont un petit peu traquées pour leurs dons qu'ils se servent pour des différentes choses. Mais forcément, un noble faé, que dis-je, un prince, mesdames et messieurs, c'est pas n'importe qui, hein, un prince faé, débarque et découvre que c'est une sorcière rouge. Bah oui, sinon il y aurait pas d'histoire. Il décide donc de la capturer pour ses dons. Je précise, c'est bien noté dans le résumé. Il la capture pour ses dons. Sauf qu'elle va se rendre compte que ce n'est pas vraiment ses intentions, qu'il n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Bam, enemies to lovers, et voilà. Je crois que tu le sens à mon résumé que je l'ai pas spécialement aimé.
résumé. Et ça pour différentes raisons. La première, c'est bien dit capturer dans le roman. Il la capture pour ses dons. C'est pas juste on traverse la plaine et non, en fait, je te veux pas de mal, quoi. Et je crois en plus qu'ils sont contre-fous de ces dons de sorcière rouge, en fait, à la base, par rapport aux autres, de ce qu'ils peuvent faire, en fait. Après, il y a une possibilité aussi que je n'ai pas forcément tout retenu, les détails et spécificités du truc. Donc en soi, on te dit capturer dans le résumé, mais rapidement, il passe à allier. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas d'enemies to lovers, en fait. Secondo, ça fait beaucoup trop à Cotard. Et c'est soit tu le fais bien, soit tu le fais mal. Et en l'occurrence, là, je trouve que c'est pas très bien fait. Déjà, le système de cours des Fae, alors ça change les noms, ça te met cours du Nord, cours de l'Est, etc. Mais en soi, ça se rapproche un petit peu trop de ce qu'on connaît déjà. Et puis, oh my god, le système d'âmes sœurs, je vous jure, je ne supporte pas ça. Alors là, excusez-moi, ce n'est pas les âmes sœurs, ce sont des prédestinés. J'aime tellement pas ça, je trouve ça hyper malaisant. Encore dans Cotard, je trouve ça bien fait. En même temps, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Mais là, je trouve que c'est limite cringe, en fait. Ce qui m'amène au point suivant. C'est prévisible, du début à la fin, c'est tellement prévisible. C'est pas amené en finesse, les indices, vous voyez, c'est genre, on t'a posé le truc bien devant toi et tu te cognes dessus limite, quoi, tu vois ce que je veux dire? J'étais pas sûre à 100% d'un truc, mais vraiment, j'étais à 99%, on va dire. Et c'est là où je vous dis, mais c'est hyper flag, c'est pas amené en finesse, c'est pas genre on te laisse des petites miettes comme le petit poussé pour te mettre un petit peu sur la voie. Non, tu l'apprends dès le début des chapitres, en fait. C'est pas... c'est flag. C'est vraiment flag. Et je trouve que la romance n'est pas très bien foutue non plus. Je préfère que la romance s'étend en fait sur tout le long du roman, qu'on ait des évolutions un petit peu dans la relation en fait. Mais pas juste il te frôle, ça y est, t'es en train de péter ton câble, il y a tout ton corps qui s'échauffe quoi. Et je m'avance peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il y a une grande différence d'âge. Alors je suis pas réfractaire au trope justement d'age gap comme ça. Ce qui me dérange, c'est que je ne suis pas sûre qu'elle soit majeure, enfin je trouve qu'elle est peut-être un petit peu jeune. Mais là encore je mets des parenthèses parce que autant j'ai pas très bien capté la chose. Et puis oh oui, le truc aussi exceptionnel, alors je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais tout au long de l'intrigue, on te parle de conflits géopolitiques, de menaces, d'une résistance, etc. Donc tu t'attends vraiment à la fin, à l'arrivée de quelque chose. Tu t'attends vraiment à ce qu'il y ait un point crucial qui se fait démolir en 2 paragraphes. Ça n'a pas fait long feu et je vous avoue que j'étais un petit peu déçue. Alors je suis désolée pour ceux qui ont aimé, mais vraiment ce n'est pas mon cas. Encore une fois, c'est pas une critique envers vous et vos goûts. On est tous libres d'aimer ce que l'on veut, on a tous nos propres goûts et c'est ça qui fait la richesse de la littérature, c'est qu'il y en a franchement pour tous les goûts. Ce livre n'est pas pour moi, mais pourrait peut-être vous correspondre, donc vraiment s'il vous intéresse déjà de base, vraiment, il vous intéresse vraiment beaucoup, allez-y, ne vous fiez pas à mon avis. Parce que je pense que ce livre est finalement à l'opposé de ce que je recherche en romantécie, donc forcément ça partait mal, mais ça peut peut-être aussi vous correspondre. Parce que là, vous êtes avec une quête qui va vous emmener à travers finalement le continent pour récupérer 2 artefacts. La première, bon, on va dire que la situation était très inappropriée et vraiment très cringe. La deuxième, cela dit, était franchement pas mal au niveau de l'épreuve, on va dire, à passer pour récupérer cet artefact. J'ai vraiment bien aimé, mais trop de choses étaient bancales à mon goût, avec beaucoup d'inspiration de Cotard et aussi une scène qui m'a fait penser au sang et la cendre. Les conflits politiques entre les différentes cours peuvent être intéressantes, mais je trouve que ça n'a pas été assez bien approfondi. Peut-être par rapport au fait que c'est un tome 1 et aussi, donc ça sera sûrement plus développé dans le tome 2, mais au vu de comment ça se termine, bon... Voilà. Bref, encore une fois, je ne lirai pas la suite et je le reprécise encore, c'est pas une critique envers ceux qui l'ont aimé. Prenez cet avis avec un petit peu d'humour et de second degré, même si le fond reste quand même assez fidèle à ma pensée. Nouvelle parution de chez Corrigan en date du 7 février, je l'ai reçu en service express et je l'ai déjà lu. Il s'agit de La Cour des Ombres, le premier tome de la saga Shadow Fae, qui est écrit par C.N. Crawford, que vous connaissez peut-être pour la duologie Frost & Nectar, qui a déjà été publiée chez Corrigan et dont je vous ai déjà parlé aussi sur cette chaîne. Dans cette urban fantasy de 300 pages avec des faées et autres créatures surnaturelles, nous allons y faire la rencontre de Ariana. Non, ce n'est pas la chanteuse, mais c'est une hybride. En effet, elle est mi-faée, mi-quelque chose, on ne sait pas très bien et c'est ce qui va faire tout l'objet finalement du roman aussi. On comprend rapidement que depuis que les faées se sont implantées à Londres, les créatures hybrides comme ça ne sont pas très bien considérées. Elles sont même jugées comme des anomalies qu'il faut éliminer. Et Ariana va croiser non pas un, mais 2 chevaliers de l'ombre qui vont la suivre dans une ruelle et qui vont engager le combat, impressionnés par ses prouesses justement au combat rapproché, pour une raison qu'elle garde constamment secrète pour l'instant. Ils vont lui proposer de rejoindre l'académie pour être un chevalier de l'ombre aussi. C'est soit elle rejoint l'académie et il y a une chance pour qu'elle meure durant sa formation, soit elle meurt tout de suite. Alors c'est sûr que si t'expliques ça comme ça, le choix est rapidement fait. Enfin bref, en attendant qu'ils viennent la chercher pour l'amener à l'académie, vous allez rencontrer Oncle Darrell qui va vous expliquer comment bien communier avec la nature, mais surtout avec un personnage du passé
d'Ariana, son ancien maître d'arène qui va lui faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser. Elle va devoir intégrer l'académie et récupérer la clé des mondes. Mission totalement périlleuse et surtout que sur son chemin, elle va avoir Rudan, dit le spectre, un chevalier de l'ombre particulièrement redoutable et terrifiant, qui a fait vœu de silence. Personnellement, je ne vais pas qualifier ce roman d'enemies to lovers, mais ça s'y rapproche un petit peu. Ils ne peuvent juste pas s'encadrer en raison des origines de l'un et de l'autre, et en plus de ça, vous avez le trope d'une chambre pour deux. En soi, on retrouve l'humour et le côté décalé que j'avais beaucoup aimé dans Frost, et Ariana est un personnage assez stéréotypé quand même, mais franchement ça passe. Je la trouve plutôt amusante à vrai dire, et je trouve que ça a calmé le fait je suis badass, je suis en train de dégommer tout le monde, donc ça m'a fait un peu plus l'apprécier. Dans le côté décalé, on retrouve beaucoup de touches d'humour qui est à la limite du cringe parfois, vraiment des situations assez malaisantes même en lisant le roman, notamment avec Oncle Darrell qui va vous expliquer comment il s'imprègne intimement de l'énergie de la nature. Je vais pas vous faire un dessin. J'ai aussi adoré le personnage de Mélusine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est un personnage assez perturbé, assez perché, mais qui est aussi très intelligente et franchement c'est un très beau personnage. Elle est vraiment pragmatique, elle a de belles capacités, c'est dommage qu'on la voit pas plus en action dans le roman. Les épreuves auxquelles vont être confrontés les chevaliers de l'ombre, il n'y en a que deux dans cet ouvrage, il me semble. Certaines vont demander plus de tactique, de stratégie que d'autres où il va falloir simplement se jeter dans la mêlée et tout défoncer. Par contre, il y a une chose avec laquelle j'ai un petit peu du mal avec les romans qui traitent du sujet des incubes, donc les démons qui se nourrissent de l'énergie sexuelle finalement des autres. C'est quand c'est beaucoup trop présent et que ça justifie finalement le moindre rapprochement entre le love interest et la protagoniste principale. C'est tellement lourd et c'est uniquement pour ajouter une tension sexuelle beaucoup trop pesante et ça aurait été bien d'en mettre moins au profit justement d'une aventure un peu plus poussée, des épreuves un petit peu plus poussées peut-être, ou tout simplement la compréhension de l'un et de l'autre, la découverte de l'un et de l'autre. Alors ok, lui il ne parle pas, mais il y a d'autres moyens de communication, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est peut-être mon côté romantique qui ressort, mais je trouve ça juste dommage en fait de se focaliser uniquement sur cet aspect-là pour justifier un rapprochement entre les deux. En soi, c'est un roman qui ne casse franchement pas trois pattes à un canard. C'est pas une intrigue parfaitement ficelée avec des enjeux sous-entendus, des manipulations et des révélations de fou. Le dénouement de l'intrigue de ce premier tome a été pour moi une facilité scénaristique, comme à beaucoup d'autres moments finalement de l'intrigue. Malgré tout, j'ai quand même passé un très bon moment, il s'est dévoré, je l'ai lu en à peine 2 jours je crois, c'est franchement divertissant. Mais voilà, c'était juste cool, mais sans plus en fait. Je pense que si j'ai l'occasion d'avoir la suite avec la maison d'édition, je lirai la suite. Après de là, est-ce que j'aurais payé 18,90 € pour lire ça ? Je ne sais pas. Je fais peut-être une analyse un petit peu trop poussée par rapport à un roman qui se veut peut-être parodique, je ne sais pas, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais je préfère vous détailler un petit peu plus ce qui se passe dedans pour que vous sachiez où vous allez quoi. Donc en bref, je lirai la suite si jamais j'ai l'occasion avec la maison d'édition. J'ai trouvé que c'était une lecture particulièrement distrayante et qui est suffisamment bien ficelée pour tenir la route. Ah, le prochain titre, c'est un livre que m'a offert Kimi Collection pour mon anniversaire et c'est Mirazanchi qui me l'a mis en devoir parce qu'elle fait un système de pile à lire pour ses abonnés sur Twitch. J'ai donc lu Cadavre exquis d'Agustina Basterica, si je le prononce bien. Alors difficile de parler de ce livre en vrai, rien que le titre et la couverture vous posent l'ambiance, mais on va essayer de commencer par le commencement déjà. Nous sommes dans une dystopie qui est clairement une critique de notre société. Dans un futur plutôt proche, un mystérieux virus a contaminé tous les animaux, que ce soit les bétails destinés à la viande, que les animaux de compagnie, que les pigeons même, ce qui fait qu'ils sont devenus extrêmement mortels pour l'homme. Ils ont donc pris la décision non seulement d'exterminer tous les animaux sur Terre, mais aussi de développer une nouvelle espèce destinée à l'abattoir, une nouvelle espèce qui a été développée à partir du génome humain. Ainsi donc, l'homme a décidé de créer une nouvelle espèce qui lui ressemble en tout point et qu'il va manger. Alors nous avons été coupés pour cause de carte mémoire pleine, donc c'est parti, on reprend. Nous allons donc suivre Marco qui est directeur d'une chaîne de production dans un abattoir et qui va se voir à jour offrir par l'un de ses fournisseurs une femelle de très haute qualité. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il en foute? À la base, je pensais que c'était une critique de la société sous fond de romance, donc quelque chose quand même d'assez romancé, mais pas du tout. Et je remercie l'abonné qui m'a prévenu justement que ce n'était pas ça, parce que ça m'a permis du coup d'apprécier ma lecture et de ne pas être déçue justement. Alors mine de rien, pour cette lecture, faut avoir l'estomac assez accroché, hein, parce que la visite des abattoirs en nous décrivant tout le processus de quand ils arrivent à comment on les met dans nos assiettes,
c'est assez indigeste et un peu dégoûtant. Surtout qu'ensuite on nous fait la même chose avec les boucheries, comment on a fait la transition entre la viande animale à celle provenant d'autre chose. On appelle ça de la viande spéciale d'ailleurs, hein, à quel point l'humain est absolument hypocrite. Et c'est aussi ça toute la force du roman, c'est toute l'hypocrisie de la race humaine sur ce sujet en particulier et à quel point l'humain est capable de se mettre des œillères pour rester dans l'inconnu, pour ne pas voir finalement ce qui se passe réellement sous son nez et essayer de vivre dans son propre confort. En gros, il ne voit que ce qui l'arrange. Donc on nous présente tout au long du roman comment s'est déroulée cette transition jusqu'à nos assiettes, bien que ça prend en compte aussi tous les phénomènes de société, en nous mettant aussi en avant des comportements déviants. Ça passe par ce qu'ils appellent des charognards, jusqu'au marché noir, jusqu'aux rites sacrificiels religieux pour donner son corps à manger. Et à certaines choses, je me suis toujours pas remise. Donc on nous explique en fait tout l'impact de cette nouvelle viande sur la société, toujours avec l'œil critique de Marco. Concernant la fin, pour ceux qui l'ont lu, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça reste en parfaite adéquation finalement avec tout le reste du roman et le ton du roman. C'est indéniable, c'est une œuvre qui est très particulière mais qui mérite selon moi d'être lue. Et ce qui m'a le plus trigger finalement ce n'est pas le cannibalisme et l'abattoir et tout ça, c'est une scène en particulier sur la violence animale puisqu'ils ont plus la notion d'animaux de compagnie pour la nouvelle génération dans cette œuvre. Et nous avons presque un chapitre sur un groupe d'adolescents qui se mettent à violenter des petits chiots, 3 petits chiots. J'ai pas pu lire. Je vous jure, c'est le truc finalement qui me trigger le plus dans le roman. Je pensais que c'était autre chose, mais en fait non, c'est bien ça. Je ne peux pas. Mais vraiment, c'est quelque chose que je peux pas, tout simplement. J'ai passé la page. Alors après cette critique, pourquoi Cadavrexi n'est pas plus haut dans mon classement, parce qu'il me reste quand même pas mal de livres à vous présenter. Je pourrais vous dire que j'ai fait que d'excellentes lectures après, mais ce n'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison que c'est un livre que tu ne lis pas pour te détendre, clairement. C'est pas le livre avec lequel tu vas passer un beau moment. C'est pas le livre que tu vas te dire « Oh, mais c'est trop bien, il y a un cliffhanger de malade, le trope il est fou, la romance elle est à tomber, j'ai envie de savoir la suite, c'est un véritable page turner. » J'exagère, mais en vrai, tu vas pas du tout retrouver ça avec Cadavrexi. Tellement pas, mais tellement pas. Non, c'est un récit cruel et très déroutant, mais hyper qualitatif selon moi. En plus, j'ai eu un petit peu du mal avec ce type de narration qui est très saccadé. Si vous voulez, on va pas avoir beaucoup de dialogue, on va avoir beaucoup de descriptions, mais c'est des descriptions avec des phrases très concise, très courte. Il fait ça, il a fait ça, il pense que, on lui a dit que. Vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée du style de narration qui, moi, m'a un petit peu dérangée, si vous voulez, au niveau de ma lecture. Ça a été très saccadé et je pense que c'est une volonté aussi de l'auteur de le tourner comme ça, parce que finalement ça reste tout en adéquation avec la thématique du roman. En bref, comme je vous le disais, c'est une grosse critique de la société, du capitalisme aussi, de ce que j'ai pu lire un petit peu sur internet, et je vous conseille grandement de le lire au moins une fois. Peut-être pas vous le procurer en poche si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent, mais peut-être essayer de voir si vous le trouvez en e-book, mais il vaut vraiment le coup. Par contre, il est assez dur, assez lourd à lire. Bon, sur une note un petit peu plus joyeuse quand même, on passe avec la lecture commune de janvier sur mon Discord et nous avons lu du coup Foxglove d'Adaline Grace qui est le tome 2 de Belladonna. Pour vous replacer le contexte et vous résumer brièvement le premier tome, on est avec Signa qui est mystérieusement immunisée contre la mort et plus particulièrement contre l'ange de la mort lui-même qu'elle déteste. Suite à la mort soudaine de son tuteur, elle est envoyée dans la dernière famille éloignée qui lui reste. Elle va faire la rencontre de son oncle qui vient tout juste de perdre son épouse et qui noie son chagrin dans l'alcool, son fils qui essaye tant bien que mal de redorer la réputation de la famille et sa fille qui malheureusement semble être atteinte du même mal que sa mère. La mort semble donc suivre Signa tout au long de son aventure et c'est peu de le dire, j'ai envie de dire. Et c'est alors qu'un jour, le fantôme de la mère de famille lui apparaît et lui dit qu'elle a été empoisonnée. Alors étant donné qu'elle a été empoisonnée et que sa cousine semble être atteinte du même mal, il y a peut-être un lien entre les deux. Si le tome 1 était plutôt axé sur l'émancipation de Signa et de la découverte de ses capacités, on n'est pas du tout sur le même registre avec le tome 2 qui nous réserve bien d'autres surprises. J'ai été pas mal déçue sur le premier tome pour diverses raisons que je ne vais pas réexpliquer ici parce que j'en ai déjà parlé dans un point lecture, et j'attendais beaucoup de ce deuxième tome qui nous promettait peut-être un nouveau cadavre, une nouvelle enquête et plus d'informations sur ce nouveau personnage. Rien de tout ceci, malheureusement, voilà, un petit peu déçu aussi. L'enquête reste encore très sommaire et c'est le personnage de Bliss finalement qui va être beaucoup plus investi dans la recherche d'indices, la recherche d'informations. Un nouveau point de vue que j'ai franchement apprécié à voir car Bliss a un caractère vraiment bien trempé, tellement à l'opposé de Signa et ça fait du bien, c'est un petit peu rafraîchissant. La romance avec l'ange de la mort, je l'avoue, elle est plutôt adorable, j'avoue, je me suis quand même laissée
conquise par cette relation. Et à partir du moment où je me suis dit que ce roman était une romance et non pas une enquête, bah je l'ai un petit peu mieux vécu. Je pars d'ailleurs plus emballée sur le tome 3 que je l'ai été pour le tome 2, mais on va revenir déjà sur ce tome-ci. En plus de la pseudo-enquête, nous avons aussi un élément de l'intrigue du premier tome qui revient ici et qui suscite bon nombre de chamboulements finalement à l'épineuse et qui suscite aussi pas mal l'intérêt de Bliss. Donc j'ai vraiment apprécié ce retour de cet élément-là justement dans ce tome-ci qui a été peut-être un petit peu trop rapidement bazardé dans le tome 1. Donc vraiment cool de le remettre sur le tapis et pas simplement le cacher dessous. Et nous arrivons maintenant sur le nouveau personnage qui fait enfin son apparition, qui fait déjà d'ailleurs son entrée à la fin du tome 1. Et comment vous dire, je pense que les gens qui ont participé à la lecture commune se sont bien marrés de voir à quel point j'étais énervée par ce gars-là. Franchement, le libre arbitre, il ne connaît pas. Le harcèlement, que dis-je, le forcing suprême dont il fait preuve, franchement, ça m'a énervée au plus haut point. J'étais une véritable boule de nerfs en fait. Parce que ça faisait trop et c'est bien dommage, on n'a pas un personnage qui est davantage nuancé et il y aurait eu matière à le faire étant donné son passé. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu brut de décoffrage quoi. C'est dommage, après je comprends que c'était nécessaire aussi pour l'intrigue, mais le nuancer un petit peu plus, j'aurais apprécié. Par contre, pour le dénouement, alors là, je suis contente. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup le personnage de Bliss? Je m'y attendais un petit peu, parce que les hypothèses ont fusé durant la lecture commune de part et d'autre des participants, et c'est clairement une fin qui me donne envie de me jeter sur le tome 3 en fait. Ce possible retournement de situation, ce possible changement de point de vue que je soupçonne, franchement ça a l'air super sympa et je pars carrément plus emballée pour le tome 3. Et quel propre retournement de situation concernant mon avis sur finalement cette saga. Dernière sortie en date du 1er février chez Gulfstream Editor que j'ai eu la chance de lire avant sa sortie, il s'agit de L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset. Une intrigue qui joue entre ésotérisme et mentalisme, puisque Louise est plus douée pour décrypter le visage des gens que pour tirer les cartes. Son chemin croise celui de Marianne Lenormand, une célèbre cartomancienne de l'époque. Et oui, elle a réellement existé. Elle décide donc de prendre Louise sous son aile et d'en faire son apprentie. Un soir où elle fait une séance de cartomancie avec un inspecteur de police plutôt réfractaire et t'as envie de lui dire mais pourquoi tu la consultes, Marianne Lenormand lui fait un funeste présage qui se réalise quelques jours plus tard et lui vaut un aller simple en prison pour cause de trahison. Dévastée par la perte de sa seule amie, Louise va commencer à s'allier avec un autre inspecteur de police beaucoup plus ouvert d'esprit et qui est en charge de l'enquête. Ensemble, ils vont essayer de dénouer ces nœuds pour essayer d'innocenter Marianne Lenormand et trouver le véritable coupable. Une enquête qui va amener Louise dans les rues malfamées de Paris au début du 19e siècle, ainsi que dans le palais royal où elle va rencontrer l'épouse de Napoléon. Une enquête où va se mêler l'ésotérisme, le mentalisme, la nécromancie et les prémices d'un premier amour. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce thriller young adult historique qui est très bien ficelé et qui garde un parfait équilibre entre ces différents éléments. Ça va vraiment jouer sur le fait de recueillir des informations par le biais des rumeurs, par le biais du mentalisme, donc décrypter le visage des gens, mais aussi par le biais de tirer les cartes, puisque quand ils vont se retrouver dans une impasse, Louise va sortir son jeu de cartes et va demander des réponses ici. Un jeu de cartes qui existe vraiment et qui s'appelle Le Petit Normand, et on voit que l'autrice sait très bien le manier puisqu'elle va nous faire des descriptions de certains tirages, parfois que je trouve un petit peu scolaires, mais on voit qu'elle connaît très bien son sujet. Et si vous voulez vous amuser comme moi, vous avez à la fin un espèce de guide, un lexique qui va vous permettre de déterminer ce que signifient réellement les titres de chaque chapitre. Alors je vous conseille de lire le chapitre et d'ensuite de lire ça. Ça apporte vraiment un petit plus et ça vous permet de décrypter un petit peu les messages codés. Et pour rester dans les petits plus, vous avez aussi parfois des fun facts, des petits astérix qu'on dit pour briller en société, c'est vraiment le terme qui est utilisé dans le roman et qui va vous expliquer un petit peu divers éléments de l'époque, de la situation, etc. Et franchement, c'est tourné avec une pointe d'humour qui est très appréciable. Sinon, d'une manière générale, la plume est très fluide avec un très bon jeu entre dialogue et description. C'était vraiment intéressant de voir à quel point Louise se démène pour sauver son amie tout en essayant de s'ouvrir aux autres, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent parce qu'elle voulait vraiment se protéger. Alors pour le dénouement de l'enquête, je vous avoue que je l'ai pas du tout vu venir. Ça reste très bien ficelé, ça reste cohérent, mais ça reste aussi young adulte, donc faut pas s'attendre non plus à quelque chose de fou. Donc ça n'empêche en rien que ça soit hyper divertissant et ça se dévore en un rien de temps. Dernier livre et on passe à mes coups de cœur, et je vous avoue que celui-là il est passé à un chouïa du coup de cœur quand même. J'ai lu en janvier 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, c'est d'ailleurs un défi qui m'a été lancé sur Twitch par Axel, donc je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et ça tombe bien parce que le tome 2 est prévu pour le 13 mars, donc étant donné que j'ai une bonne résolution de ne plus acheter les tomes suivants d'une saga sans avoir lu le premier tome, je l'ai lu. Shiori est la plus jeune fille de l'empereur de Kiata, un royaume où la magie est formellement interdite, et il s'avère que Shiori en est pourvue
quand elle réussit à donner vie à un petit oiseau en origami. Un jour, elle surprend l'épouse de l'empereur, dit la reine sans nom, Raikama, en plein sortilège qu'elle apparente à une magie noire. Paniquée, elle s'enfuit en voulant tout rapporter à ses grands frères, mais manque de peau, Raikama la rattrape. Et pour la punir de sa curiosité et surtout pour qu'elle ne dévoile pas son secret, elle va lui jeter un sortilège. Raikama transforme ses 6 frères en grues et elle dit que pour chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Un bol bien enfoncé sur la tronche et qu'elle ne peut surtout pas enlever, Shiori va se retrouver téléportée à l'autre bout de la map. J'ai beaucoup aimé ce style de roman, on est sur un style narratif qui me rappelle personnellement un conte. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose d'assez onirique dans la manière de raconter l'histoire, dans la manière dont nous apportent les légendes et autres histoires sur les dragons, parce que oui, il y a des dragons. Dragons qui malheureusement ne sont pas tellement présents finalement dans le tome 1, mais au vu de comment ils se terminent, je me dis qu'ils seront d'autant plus présents dans le tome 2. Non, parce que Seryu, je crois que ça se prononce comme ça, le petit jeune dragon là qui apprend à Shiori au tout début du roman à manier la magie, il a un caractère de petit filou, je l'aime bien celui-là. C'est une histoire très touchante où Shiori va essayer avec ses frères de déjouer justement la malédiction pour pouvoir tous les libérer. Elle va aussi être traitée tout au long de son voyage de démon à cause de ce bol sur la tête qu'elle peut pas enlever, mais en même temps on les comprend. Et c'est bien à cause de ce bol finalement que ça n'a pas été un coup de cœur, parce qu'il y a des choses que j'ai pas trouvé ça cohérent, alors peut-être que je n'ai pas non plus tout bien saisi au niveau des éléments, des détails ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu titillé en fait, où je me suis dit je comprends pas. Et pour moi c'est des incohérences parce que c'est un bol qui lui cache, de ce que j'ai compris, alors je sais pas trop bien comment il est positionné, qui lui cache au minimum les yeux et potentiellement le nez. Donc tu m'expliques comment à un moment donné elle peut croiser le regard d'un gars et vraiment planter son regard dans le sien, genre ils se croisent, genre tu peux pas, c'est pas possible, tu vois rien. Et un autre élément que j'ai trouvé incohérent, c'est au niveau de la scène de fin. Alors je vais essayer de rester très évasive pour ne pas spoiler et je pense que cette partie-là va plus parler à des gens qui l'ont lu, puisqu'elle fait quelque chose qui est totalement interdite et qui semble être sans conséquence. Donc je n'ai pas très bien compris en fait. Pourquoi c'est sans conséquence tout ça? Pour moi, il n'y a pas de logique là-dedans et pour moi, c'est quelque chose qui, du coup, est totalement incohérent avec ce qui était dit de base. C'est un roman qui vaut vraiment le coup, mine de rien, et qui nous précise qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Il y a toujours du bien et du mal qui peut se cacher. Quelqu'un qu'on croit gentil et qui est mauvais, et quelqu'un qu'on croit mauvais et qui est finalement gentil, enfin tu vois le délire quoi. Pour la romance, on va dire que c'est un petit slow burn bienveillant, dans le respect, tout mignonné, mais qui tient pas une place très importante dans l'intrigue. On va suivre surtout Shiori et son aventure dans les différentes contrées à essayer de conjurer le mal qui l'habite elle et ses frères. Un voyage surprenant à travers Kyata que j'ai absolument adoré et il me tarde de connaître la suite où on plonge dans un autre royaume. Seule lecture audio de ce mois-ci et je l'ai bouffé en 24 heures parce que je me souviens que j'étais à 20h dans mon canapé, je savais pas quoi faire et j'avais tellement envie de lire la suite et je me suis dit bah c'est pas grave, tu vas rester allongé à rien faire et tu vas écouter la suite parce que je ne l'avais pas en papier. Ensuite j'ai acheté les 5 premiers tomes de Rebecca Keane en papier. Sorcière de guerre ou un truc comme ça, Rebecca Keane va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, à rencontrer un espèce de vampire surpuissant et surtout elle va devoir travailler pour lui. Ce qui n'arrange pas forcément Rebecca Keane parce que ce qu'elle voulait c'était de vivre en paix, vivre cachée dans l'anonymat avec sa fille puisque sa tête est mise à prix. Encore un résumé foireux, je pense que ça pourrait être le concept de vidéo sur Instagram ça. Bref, c'était incroyablement addictif cette chose. Une bitlite qui a quand même un certain âge puisque j'ai regardé, le premier tome est sorti en 2011, soit l'année où j'ai eu mon permis. J'aurais pas dû penser à ça. Et franchement ça passe, je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli, tout du moins pour le premier tome, j'ai pas encore lu la suite. Mais ça reste très engageant, on est sur une enquête surnaturelle avec différentes créatures, on a des vampires, des sorcières, des loups-garous, des démons, franchement tout un micmac de choses. Rebecca Keane est une sorcière qu'on se doute très puissante et elle nous en fait la démonstration pas mal de fois au cours du roman. Et nous partons aussi sur un triangle amoureux et franchement j'espère que je n'ai pas misé sur le mauvais cheval encore une fois parce que j'ai le don pour ça. Rien de pire que cette déception quand elle ne choisit pas celui que toi tu as choisi. Je précise aussi parce que c'est pas forcément un secret, sa fille est un peu particulière, elle est particulière. Je dirais ça comme ça, après vous verrez au fil du roman si vous le lisez. Mais ça reste un point important dans l'histoire et c'est ce qui les pousse à rester cachés finalement. Mais à mon avis pour pas très longtemps et ça va être un joyeux bordel aussi dans le tome 2. Non franchement pas plus à dire sur cette lecture si ce n'est que j'ai beaucoup apprécié aussi l'audio, la narratrice est top, c'était franchement dynamique. J'ai bien aimé finalement ma lecture d'une manière générale. Donc et bah écoutez, il n'y a plus qu'à lire la suite avec le tome 2. Franchement en vue des révélations qu'on a eues dans le premier tome, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas sorti ce tome-ci
plus rapidement de ma pile à lire. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par lire en janvier le tome 2 de Tarot de Caddy Edwards. Mais en vrai, les révélations qu'on a eues sur une chose dans le tome 1 n'ont pas pu s'avancer finalement dans ce tome 2, donc il va falloir que je tarde pas à lire le tome 3. Rune est le dernier descendant de la cour du soleil, sa famille et son peuple a été complètement massacré durant une nuit. Depuis, il est sous l'aile du seigneur Tour et Rune devient une sorte d'enquêteur, de détective privé avec son acolyte Brand. Un mec plutôt sanguin que j'aime bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peuple qui se fait appeler les Atlantes, alors rien à voir avec Atlantide, l'Empire perdu, et ils vivent dans la nouvelle Atlantide qui s'apparente un petit peu à un Gotham, et où sont au cœur de la direction, on va dire ça, les arcanes majeures qui s'inspirent du tarot divinatoire. On y retrouve donc le soleil, la justice, la tour, les amoureux et le pendu. Chaque tome a sa propre enquête qui se conclut à la fin du tome, mais nous avons aussi toute l'intrigue globale sur justement le massacre de la cour du soleil. Cette urban fantasy adulte a un côté très drôle, un humour pour lequel je suis particulièrement sensible, et c'est pas plus mal aussi pour casser un peu la dureté des éléments et des thématiques qui sont abordées. Alors rien n'est explicite dans ce roman, je tiens à le dire, vous avez pas de scène descriptive qui détaille les trigger warnings ou quoi que ce soit, mais là par exemple on va traiter du sujet de la pédophilie, encore une fois, pas de scène explicite. Je le précise quand même parce que moi c'est quelque chose que j'aurais pas pu lire, donc vraiment c'est mentionné, c'est dit, mais on n'a rien de détaillé. Rassurez-vous. Rune et Brand vont donc s'en prendre personnellement à l'un des arcanes majeurs de la ville, à savoir le pendu, qui n'est pas forcément très bien traité par ses pairs. On va dire qu'il a été plutôt destitué, il garde encore sa position d'arcane majeur, mais en disant qu'il n'a plus grand pouvoir en fait par rapport aux autres arcanes, pour diverses raisons que vous allez découvrir. Mais ça ne l'empêche pas de magouiller un petit peu trop. Encore une fois, c'est un véritable coup de cœur et je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre le sérieux et l'humour. Les personnages sont tous géniaux, il n'y en a pas un que j'aime moins, enfin peut-être si un, peut-être à la rigueur, mais c'est parce que j'ai misé encore une fois sur un personnage qui je sais même pas être dans la course en fait pour tout vous dire, donc forcément c'est mon petit chouchou et son concurrent je le veux pas quoi. Enfin bref, le système de magie est un petit peu spécial également parce que vous avez des systèmes de sauts qu'il faut recharger avec de l'énergie pour pouvoir lancer ses sorts, et vous avez aussi de la magie au niveau des arcanes, une magie un petit peu pure qui nous est un petit peu plus détaillée dans ce tome-ci. Rune va d'ailleurs avoir une évolution de plus en plus importante, en fait on le voit déjà dans le premier tome, il prend plus en plus son rôle d'arcane parce que c'est un arcane majeur, le soleil, il est l'héritier du trône de cette cour, mais il n'ose pas en fait le prendre, il ne se sent pas apte d'assumer cette responsabilité et de s'occuper d'un peuple. Et puis nous avons aussi le trope fan family que j'apprécie de plus en plus, et là il est tellement bien amené parce que vous avez des personnages d'horizons différents qui vont se retrouver et se considérer comme une famille, se défendre coûte que coûte, même quand ça semble impossible, ben ils sont quand même là, ils sont quand même en train de se démener pour arriver à sauver les personnes qu'ils aiment. Donc je trouve que c'est un beau message et j'aime beaucoup. J'aime tous les personnages, je vous ai dit. Alors à la base, je pensais que c'était une saga en 7 tomes, mais si je m'étais mieux renseignée, j'aurais su que, en fait, non, le tome 4 n'est pas encore écrit, et vous avez 4 nouvelles par contre qui se glissent entre les différents tomes, et je cherche où c'est que je peux les lire parce que je crois pas qu'ils soient traduits dans tous les cas, mais même la version anglaise, je ne sais pas où je peux la trouver. Pour en revenir à ce tome 2, encore une fois, un immense coup de cœur, j'ai hâte de me mettre le tome 3 dans ma pile à lire pour février, je veux absolument le lire pour au moins être à jour quand ils vont sortir le tome 4, surtout que c'est particulièrement addictif, ça se lit tout seul. Et on arrive au tout dernier livre de cette update lecture, je ne sais pas depuis combien de temps je filme en tout cas, mais je suis fatiguée, j'ai mes yeux qui ont envie de se fermer, j'ai vraiment passé une nuit horrible et je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Bref, en soi, j'arrive au tout dernier livre de cette update lecture et non pas des moindres. Si vous avez suivi un petit peu mon contenu sur les réseaux, vous pouvez vous douter quel titre se hisse en top de ce classement, et il s'agit bien de Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda. C'est un service de presse qui m'a été envoyé par Olympe et my god, ce livre, c'est vraiment une pure merveille. C'est absolument tout ce que j'aime, je n'ai absolument rien à lui reprocher, vraiment c'est une merveille. Après ça reste toujours mon avis, bien évidemment que c'est subjectif. Alba a été bannie de la Terre des Génies pour avoir accordé trop de vœux aux humains. Depuis, elle erre en exil sur la Terre jusqu'au jour où elle trouve enfin un foyer, une famille, sur l'archipel d'Hibernia qui était auparavant l'Irlande. Un archipel qui est toujours sous la menace constante de la montée des eaux qui viennent à chaque fois grignoter un petit peu plus de ces beaux étendues verdoyants. Mais c'est aussi un lieu où règne l'abondance, une abondance qui va susciter la convoitise de l'archipel voisin qui va décider d'envoyer un émissaire pour essayer de percer les secrets de la dame aux yeux sombres. Cet émissaire aussi séduisant que détestable, il s'appelle Lethan Alcor et c'est officiellement mon nouveau book boyfriend. Forcément, la cohabitation entre cet émissaire et la Lady Whitemore va être un
petit peu houleuse et orageuse. Parce que ici nous sommes avec un Enemies to Lovers de qualité doublé d'un slow burn avec des joutes verbales vraiment exceptionnelles qui va manier les mots tout en finesse. En gros, une véritable pépite. Nous avons deux personnages complètement opposés. D'une part, l'Ethan qui est solaire, parfaitement conscient de ses charmes et il sait en jouer pour arriver à ses fins. Et de l'autre côté, nous avons Alba qui pour moi s'apparente à la lune. On est sur une personnalité assez froide, assez solitaire, mais qui va se démener comme pas possible pour protéger farouchement et avec détermination son peuple et sa famille et son foyer. Vous vous doutez bien du coup avec de telles personnalités qu'on va avoir des situations et même des confrontations totalement explosives. Les personnages secondaires ne sont pas non plus en reste, je pense notamment à Fergus et cette tenue tout à fait extravagante qui va chercher parfois malheureusement sa défunte épouse qui est décédée déjà il y a quelques années. Je pense notamment à cet autre vieillard qui va chercher inlassablement l'amour, mais l'amour avec un grand A, et franchement ces personnages-là secondaires sont tout autant attachants. Vous avez ensuite tout ce qui va se rapporter au génie. Bon, c'est des éléments qu'on va voir apparaître tout au long du roman, des informations, mais c'est pas non plus quelque chose qui va être central tout au long de l'intrigue. On sait que les génies sont là puisque Lady Whitemore en est une, elle est exilée, donc la manifestation de ses pouvoirs ne va pas tenir une place importante dans l'intrigue, vous voyez ce que je veux dire? Le plus gros reste justement la menace de la montée des eaux et la nécessité de construire une digue pour protéger son peuple, d'où sa collaboration avec l'archipel voisin et l'arrivée de l'émissaire. Porcelaine sous les ruines, c'est une dystopie qui se déroule bien des années après nous. Je crois que c'est en 2300 et quelques. L'humain a déserté la planète car au lieu d'essayer de la sauver, il a préféré aller en détruire une autre. Ceux qui sont restés justement sur notre planète essayent tant bien que mal de vivre. Mais étant donné le mode de vie assez précaire et les nouvelles problématiques liées à l'environnemental, on retourne dans un schéma de vie, dans un mode de vie plutôt, je sais pas comment l'expliquer, en gros on retrouve un peu un aspect historique. C'est pas très clair, je le sais, mais en gros c'est une dystopie mais à l'ambiance historique. Bref, ce livre est une pure merveille, c'est un coup de cœur monumental, j'aimerais que tout le monde le lise. Est-ce que j'ai trouvé déjà ma meilleure lecture de 2024? Je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ma meilleure lecture de janvier. Un récit d'une beauté incroyable qui nous fait vraiment voyager dans ces paysages orageux mais à l'atmosphère tellement mélancolique. Il y a un côté vraiment onirique, de très beau dans cette plume, franchement je peux que vous recommander de la découvrir. C'est un livre qui m'a vraiment envoûtée par la beauté de ses mots et je suis vraiment admirative du personnage d'Alba, de sa force et de sa détermination à sauver son foyer coûte que coûte. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et j'ai envie de dire ouf, il était temps parce que mon ventre gargouille, je suis fatiguée, j'ai envie de m'allonger et de bouffer. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me faire part de votre top 3 de lecture du mois de janvier et aussi s'il y a certains titres que je vous ai présentés qui vous tentent ou que vous avez déjà lu. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!